Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des années 2000 à la découverte ou à la redécouverte de ce magnifique Samsung SGH E900, un téléphone qui a marqué son époque. Alors si vous avez grandi dans les années 2000 ou bien si vous êtes un collectionneur, je pense que vous vous souvenez certainement de ce slider futuriste avec ses fameuses touches tactiles. Pourquoi ce modèle était-il si spécial et pourquoi a-t-il marqué son époque? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Alors, le contexte de la sortie de ce téléphone, on est en 2006, donc on est au milieu des années 2000. On commence déjà à parler de téléphones tactiles. Sony Ericsson notamment a déjà innové en sortant plusieurs modèles tactiles et il se murmure dans les couloirs que la célèbre marque à la pomme préparait quelque chose d'assez incroyable pour l'année suivante. Néanmoins, à cette époque, on a Nokia et Sony Ericsson donc, qui dominent le marché. Samsung est un constructeur connu et reconnu. Depuis la fin des années 90, Samsung a sorti différents modèles à clapet, très sobres mais très efficaces. Au début des années 2000, Samsung s'est vraiment positionné comme un constructeur sérieux avec de très beaux modèles et en amenant son lot d'innovation. Il y a eu le Samsung SGH A100 qui était présenté dans un écran comme étant un bijou. Il y a eu le A300 qui a innové en inventant le deuxième écran sur les téléphones à clapet qui reprenait la forme des Motorola StarTAC, mais qui permettait de voir avec cet écran extérieur des infos essentielles comme par exemple qui vous appelle. Et puis, en 2005, Samsung a révolutionné le game en sortant le SGH D500, modèle à clapet coulissant, donc en slide shell comme ça, qui a extrêmement bien fonctionné. Et puis en 2006, alors que le marché est en pleine mutation, Samsung arrive avec ce modèle. Il faut savoir qu'au milieu des années 2000, on n'est plus forcément dans la course à la miniaturisation, mais on est plutôt dans la course à l'innovation technologique, avec trois grandes choses qui sont en bataille. L'arrivée des écrans couleurs et donc la résolution des écrans, l'arrivée de la photo sur les téléphones et donc la résolution des appareils photo intégrés. Rappelez-vous, dans les années 2000, c'était vraiment la course aux appareils photo qui feraient les meilleures photos sur les téléphones. Et puis, troisième innovation, c'est l'Internet mobile avec tout d'abord le Edge, la 3G et puis 3G+, qui sont arrivés dans cette décennie. Et donc, Samsung arrive et sort ce modèle au design épuré, avant-gardiste, avec des touches sensitives, je vais vous montrer ça dans un instant, ce qui était une grande nouveauté pour l'époque. Donc vous voyez ici, on a la boîte, alors pareil, à l'époque, j'aime beaucoup cette période, je vous le dis à chaque vidéo, mais j'aime beaucoup cette époque, 90-2000, parce que chaque constructeur avait un style, notamment de téléphone, mais aussi de packaging, et chaque constructeur avait sa marque de fabrique. Les boîtes Samsung se ressemblent toutes, et les boîtes Nokia se ressemblent toutes, les boîtes Ericsson se ressemblent toutes. Voilà, chaque constructeur avait sa marque de fabrique. Donc, je propose qu'on ouvre ensemble ce SGH E900 avec on fait un petit saut dans le passé. Ça a quand même 18 ans au moment où je tourne cette vidéo, donc le temps passe vite. Je l'ai eu à l'époque et j'ai adoré ce téléphone qui est incroyable. Certificat de garantie. C'est l'époque où on commençait aussi à avoir beaucoup, vous savez, les suites logicielles des constructeurs. Chaque constructeur avait son logiciel à installer et après on pouvait brancher le téléphone à son ordinateur. Vous voyez un peu Windows 2000, Windows XP, c'est pas tout jeune aujourd'hui, ça commence à dater un peu. Ça me rappelle que j'ai pris un coup de vieux. Et puis dans la boîte, on a donc le téléphone que je vais vous montrer dans un instant, on a le chargeur, on a le kit Python et on a le fameux câble USB pour permettre justement le transfert d'informations entre le téléphone et un ordinateur. Et donc, découvrons ensemble ce Samsung SGH E900. Alors, c'est un modèle qui se positionne comme un téléphone milieu haut de gamme, avec un design minimaliste qui est très sobre, magnifique, mais qui fait toujours son effet, qui attire les jeunes adultes et des professionnels qui recherchaient à la fois un appareil stylé et fonctionnel. Regardez moi ce design, moi j'adore parce que c'est vraiment épuré, ça brille. Alors, le revers de la médaille, c'est que ça s'abîme très vite, on peut vite avoir des traces de doigts dessus. On a ce fameux slider ici. Bon, vous voyez, je vous parlais des traces de doigts, je fais ça, on voit des traces tout de suite. C'est du plastique noir, mais ça fait quand même son effet. On a l'objectif 2 mégapixels, on va en parler dans un instant. Voilà, le fameux SGH E900, le bouton de mise en tension ici. On a ici le port de mémoire pour
J'essaie de vous le montrer pour mettre la carte mémoire. Ici, on a les boutons de volume. On a ici, alors il manque le cache, mais ici la prise pour soit le charger, soit le brancher à l'ordinateur. Mais on est vraiment sur un... Moi, je trouve que ce téléphone est un des plus beaux modèles de chez Samsung, toute période confondue. Il est vraiment très, très réussi. Alors, pour vous remettre dans le contexte, en 2006, Samsung n'est pas le premier à sortir ce genre de modèle. Par contre, c'est le premier de la gamme Samsung à avoir des touches sensitives. Mais quelques mois avant Samsung, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. LG a sorti un modèle similaire, de mémoire KG800 ou KU800, je vous corrigerai ça au montage, qui a été surnommé par tout le monde le Chocolate, rappelez-vous, le fameux LG Chocolate. Donc les deux se ressemblent beaucoup, c'était les deux concurrents. Le LG a la réputation d'être un peu plus fragile, il s'abîmait beaucoup plus vite, a priori il y avait pas mal de retours SAV, même si le modèle de chez Samsung n'est pas vierge de défauts, hein, il a eu aussi pas mal de problèmes. Normal, on est sur une technologie assez nouvelle, c'est le coup d'essai de Samsung sur cette techno, donc c'était aussi normal qu'il y ait des petits soucis, mais néanmoins, on est sur quelque chose de très très réaliste. Alors, le principe de ce téléphone, c'est le premier à avoir cet hybride entre les touches physiques ici et ici, et puis les touches sensitives ici, alors qui étaient pour le coup vraiment sensitives, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient que sans faire gaffe, eh bien, on pouvait lancer un appel si on restait appuyé un peu trop longtemps, parce que justement on ne se rendait pas compte du fait qu'on avait une action sur le téléphone. Côté matériaux, je vous le disais, on est sur un téléphone en plastique, hein, voilà, il n'y a pas de métal, c'est vraiment que du plastique, mais le rendu est quand même pas mal, la qualité du plastique est bonne, ça lui donne un aspect haut de gamme, ça faisait son effet à l'époque, hein, même encore aujourd'hui, ça fait toujours son petit effet. Et voilà, le fait qu'il soit en noir avec des touches chromées, bah ça c'est indémodable. Encore une fois, c'est un téléphone qui a 18 ans, je trouve qu'il vieillit très bien, ça reste un très beau téléphone. Et donc je vous propose qu'on l'allume et qu'on se promène un petit peu avec ce voyage dans le temps. Alors si vous l'avez eu à l'époque, je pense que... Voilà, et la fameuse touche sensitive, regardez, hop. Bon là on est sur un modèle qui était à l'origine dans un pack SFR, donc on a le logo. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit écran d'accueil? Bon, il est brut de décoffrage. Donc, avec ces fameuses touches sensitives, et donc le concept c'était juste de frôler, voilà, et on rentrait dans les fonctions, et après on avait quand même des touches pour le coup physique ici qui permettait de se balader dans le menu. On va aller voir ça dans un petit instant. Niveau caractéristiques techniques, on est sur un écran 2 pouces avec une résolution de 240 par 320 pixels. Alors aujourd'hui ça n'a rien de fou, à l'époque c'était très correct. On a une mémoire de base qui est de 80 mégaoctets, donc qui est plus faible que le LG Chocolate, mais le gros avantage de chez Samsung et le petit coup de génie, c'est d'avoir justement proposé ce slot pour pouvoir mettre une carte micro SD de mémoire, et donc vous pouviez étendre la mémoire autant que vous le vouliez en fonction de la capacité de la carte mémoire, ce qui permettait de stocker davantage de photos et de musique. Rappelez-vous également qu'au milieu des années 2000, on a un lecteur MP3 embarqué sur ce téléphone, je vais vous montrer, on pouvait échanger des MP3 en Bluetooth. On est à une époque où l'iPod domine le marché des lecteurs MP3, hein, qui a été la révolution au début des années 2000, et donc pouvoir écouter des musiques sur son téléphone, c'est quelque chose de relativement récent, et donc avoir une carte mémoire à la fois pour la photo et pour les MP3, eh bien c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé à cette époque-là pendant plusieurs années. On a un appareil photo de 2 mégapixels, ce qui permettait de faire de belles photos, et ce qui était... même si c'était pas fou non plus pour l'époque, c'était beaucoup mieux que ce que Samsung proposait jusqu'à présent, et ça positionnait plutôt dans le modèle dans la gamme des bons téléphones appareils photo. Et puis il y avait le Bluetooth, le port USB, et l'autonomie était très bonne. Alors, on va se promener un petit peu dedans. Vous voyez, l'interface elle est extrêmement simple. Bon, il y a le bouton power ici, il y a les boutons de volume ici, voilà. Je pense que ça vous rappelle des souvenirs, c'est marrant, je les redécouvre en même temps que vous. On avait le verrouillage automatique dès qu'on fermait le clavier. Moi j'adore, c'est ce rétroéclairage blanc des touches sensitives. Et donc après, se balader dans le menu. Alors on va faire un petit voyage dans le temps. Le journal d'appel, bon effectivement il ne doit pas y avoir... Ouais, effectivement, j'ai réinitialisé le téléphone il n'y a pas longtemps, donc il n'y a rien dedans. L'accès au répertoire. Les applications du téléphone, voilà le fameux lecteur audio.
Voilà à quoi ressemblait à l'époque le lecteur MP3. C'est vrai qu'on oublie, mais ce qui est sympa avec les touches sensitives, vous voyez, c'est que il y avait l'apparition des fonctions de gestion de la lecture pause, chanson suivante, chanson précédente. Donc c'était ce qui était quand même, pour l'époque, extrêmement novateur. Il y a quelques modèles qui proposaient des choses un peu plus sympas, mais pour un modèle qui se voulait plutôt grand public, je trouve que c'est quand même que c'était un modèle très complet et très bien fait. Le mémo vocal ici, pareil, vous pouviez enregistrer le mémo vocal en parlant ici, on arrête l'enregistrement et on a le mémo qui est dans la mémoire. Bon voilà, on avait des fonctions classiques, alarme, calculatrice. Il y avait beaucoup de choses quand même, hein. Convertisseur, devise, longueur, poids, volume, surface, un minuteur, chronomètre, gestion des clés, ok, un mémo. Bon, ce sont des fonctions qu'aujourd'hui on a sur nos smartphones modernes. N'oublions pas que en 2006, sur un téléphone grand public, c'est quand même quelque chose de relativement récent. On a le navigateur ici. Ah ouais, forcément, on était encore en WAP, même si on a le Edge sur... Alors, est-ce qu'on pourrait... Tiens, je teste quelque chose. Ouais, non. Parce que je pense que comme on est sur un téléphone avec un paramétrage de base SFR, et que là j'ai une puce de chez Bouygues Telecom, pas certain que ça fonctionne. Bon, voilà, on avait quand même l'accès au navigateur. La messagerie avec les SMS ici, SMS, MMS, on pouvait faire des emails déjà. Message, état de la mémoire. La gestion des fichiers. Voilà, ici on avait... Vous voyez, quand je vous disais que c'était très sensitive, bah, c'est extrêmement sensitive. Les vidéos, musique, son. Bon, forcément, il n'y a rien dedans. Les réglages, l'appareil photo, le fameux appareil photo de 2 mégapixels qui se trouve donc ici. Alors, et voilà. Bon, décidément. Vous voyez, ça c'était vraiment le défaut. Je me souviens à l'époque qu'à l'époque, c'était un problème parce que parfois je sortais de la fonction message quand j'étais en train de rédiger un message par exemple, alors que j'étais sur le point de l'envoyer. Voilà, la fameuse photo, je vous la montre ici. Bon, après l'écran n'a pas une résolution fofolle, pour se rendre compte, contrairement au téléphone d'aujourd'hui, au smartphone, pour se rendre compte vraiment de la qualité, il ne fallait pas se fier forcément à l'écran lui-même, il fallait envoyer la photo par exemple sur un ordinateur avec une bien meilleure résolution pour se rendre compte, voire même l'imprimer, pour se rendre compte de la qualité finale de la photo. Contrairement aujourd'hui où nos smartphones ont des écrans avec une résolution assez incroyable, identique presque à celle d'un ordinateur, et où on a des choses qui sont bien plus réalistes. Voilà, après c'est un téléphone qui reste assez compact. Vous voyez que là il tient dans le creux de la main. Même si on n'est plus sur une course à la miniaturisation, c'est un téléphone, pour vous citer une référence dans le domaine, qui fait à peu près la même taille qu'un Nokia 8210. Alors, sauf que le Nokia 8210, il a cette taille-là, tout confondu avec le clavier. Le Samsung, quand on l'ouvre, forcément, il est un peu plus grand. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est plus dans la course à la miniaturisation. C'est le début du compromis entre la taille et les innovations technologiques. Petite astuce, on avait, comme chez Panasonic, la touche savoir-vivre, on a cette fameuse touche. Voilà, le dièse qui permet de passer en silencieux. Attendez, c'est magnifique. Oh là. Il faut que je vous fasse écouter. C'est l'époque où les vibreurs faisaient un boucan, où le téléphone pouvait changer de place sur la table quand on vous appelait. Je ne sais pas si vous allez entendre. Bon, je ne sais pas si on l'aura au son sur la vidéo finale, mais écoutez, ça pourrait être marrant. Donc voilà pour la présentation de ce Samsung SGH E900. C'est un téléphone qui a très bien fonctionné, on l'a retrouvé chez tous les opérateurs. Je me souviens qu'à l'époque, je l'ai eu, tous mes potes l'avaient, on avait tous le même téléphone dans la bande. Alors c'était pas très original, mais il était tellement génial et incroyable que, que c'était le truc à avoir. Il a très bien fonctionné. Il a été remplacé par la suite par un modèle quasiment identique
le E950 que j'ai ici, voilà, je vous ferai sa démo à l'occasion. Le E950, vous voyez qu'il reprend les mêmes touches, il reprend le même design. La seule différence finalement se situe ici, au niveau de cette partie, dans le sens où ça devient complètement sensitive sur même la partie de validation ici. Mais vous voyez que dans l'ensemble, les deux téléphones sont extrêmement similaires. Voilà ce que je voulais vous présenter avec cette vidéo du E900. Est-ce que vous avez des souvenirs avec ce téléphone? Est-ce que vous l'avez possédé? Est-ce qu'il y a des anecdotes à son sujet que j'ai oublié? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'essaie de vous montrer, ouais, il y a déjà des traces dedans. C'est vrai que c'était son gros défaut. Un de ses gros défauts. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ça permettra d'être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur le E900 et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire de la téléphonie mobile. Ciao!